Histoire d'île nous emmène aujourd'hui en Sicile, la plus grande île de la Méditerranée. Le territoire est essentiellement formé de collines et de montagnes, avec l'Etna, le volcan en activité le plus élevé d'Europe, qui domine la plaine de Catane dans la zone orientale. Thucydide écrivait que les premiers habitants de la Sicile furent les Sicanes, puis arrivèrent les Sicules, dont découle le nom actuel de l'île. Tour à tour conquise par les Phéniciens, les Grecs, les Romains, les musulmans, les Normands, les Angevins et enfin les Espagnols, l'île ne sera rattachée au royaume des Bourbons qu'en 1860, lorsque Garibaldi, fondateur de la nation italienne, débarquera à Marsala. Nous mettons le cap sur Catane, qui bénéficie d'une position géographique enviable. La ville s'étend entre la mer et les pentes du plus grand volcan d'Europe, l'Etna. C'est un important port maritime commercial et touristique, et elle a su garder intactes ses nombreuses traditions et son folklore. Fondée en 729 avant Jésus-Christ par des colons grecs, la ville fut détruite à plusieurs reprises par des tremblements de terre et par les éruptions de l'Etna. Elle parvint cependant à renaître de chacun de ces cataclysmes, et elle se présente aujourd'hui sous sa physionomie typiquement baroque, art qui a récemment incité l'UNESCO à l'ajouter aux 8 localités siciliennes déclarées patrimoine mondial. Catane est également le théâtre d'une des plus grandes manifestations religieuses, mélange de paganisme et de foi catholique, la fête de Sant'Agata. Elle se déroule au début du mois de février et en août. C'est une fête spectaculaire, avec ses processions de majestueux cierges de bois doré, de 6 mètres de haut, que l'on appelle canalore, représentant les corporations artisanales. Des centaines de fidèles défilent, vêtus du traditionnel sacco, pour accompagner les reliques de la sainte. Mais laissons parler un spécialiste. Nous nous trouvons sur la place du musée du diocèse avec une vision panoramique sur la ville et les paysages alentours. En face de nous, la façade de la cathédrale de Catane et au fond, la Via Etnea et la place du Dôme. Aujourd'hui, Catane fête Sant'Agata, vierge et martyr. Selon la tradition, Sant'Agata a été tuée vers 250 après Jésus-Christ. L'origine de cette manifestation remonte à l'Antiquité et depuis 5 siècles, la fête s'est enrichie de nouvelles traditions et de nouveaux rituels. Cette fête occupe une place prépondérante dans le calendrier religieux, compte tenu du nombre de fidèles qu'elle rassemble et de l'aura prestigieuse qui la caractérise. 3 jours de dévotion et de folklore qui n'ont pas d'égal dans le monde, à l'exception de la Semaine sainte de Séville en Espagne et la fête du Corpus Domini au Pérou. Pendant ces 3 jours, la foule, environ 1 million de personnes, se déverse dans les rues et sur les places de la ville. Sant'Agata est née au IIIe siècle à Catane dans une famille noble. Elle était d'une grande beauté et honorait Dieu avec ferveur. Quintien, qui était consul de Sicile, souhaitait par-dessus tout l'épouser, pensant qu'il pourrait ainsi gagner en respect, mais aussi jouir de la beauté et de la fortune d'une telle épouse. Sant'Agata refusa ses avances. Quintien, pour la faire renoncer à son Dieu, la fit jeter en prison et la fit torturer. On lui arracha les seins à l'aide de tenailles, puis elle fut immolée vivante et sa mort fut accompagnée d'un tremblement de terre qui ébranla toute la ville. Elle garda jusqu'à la mort la pureté qu'elle avait vouée au seul Christ. Horrifiés, les citoyens furent très impressionnés par la force et le courage de Sant'Agata, dont la foi était vraiment à toute épreuve.
1 an après sa mort, l'Etna entra en éruption, déversant un flot de lave en direction de Catane. Les habitants s'emparèrent du voile qui recouvrait la sépulture d'Agatha et le placèrent devant le feu qui s'arrêta aussitôt, ce qui épargna la ville. Depuis, on invoque son nom pour se protéger des tremblements de terre, des éruptions volcaniques ou des incendies. Et chaque année, le peuple de Catane se retrouve uni au nom de sa foi et dans le souvenir du martyre de Sant'Agata. Sant'Agata n'est pas seulement la patronne de la ville, c'est aussi sa protectrice contre les menaces de l'Etna. Vous voyez, l'Etna, c'est une menace, mais c'est aussi l'une des plus belles au monde. Le même jour, je peux me baigner dans la mer et faire du ski ou me promener sur la montagne. Sant'Agata, dans sa tenue d'apparat en argent, va à la rencontre de la population en traversant tous les quartiers de Catane. Sant'Agata est portée par les fidèles, vêtue d'une tunique blanche qui fendent la foule comme une barque dans une mer agitée, dans une scénographie qu'un metteur en scène ne pourrait ni répéter ni inventer. Le 4 février à 4 heures du matin, beaucoup de fidèles se retrouvent sur le parvis de la cathédrale en attendant que les portes de la cathédrale s'ouvrent. Pour ouvrir cette fête, 15 000 personnes peuvent entrer dans la cathédrale et participent à la messe. Après la messe, le buste de Sant'Agata est amené en procession dans toute la ville. Rester là pour en parler, c'est presque impossible. Il faut participer à cette fête, vraiment regarder de près la grandeur et la beauté de cette fête qui nous enrichit et nous fait grandir dans la foi et dans notre humanité. Le buste de Sant'Agata, orné de ces nombreux et superbes bijoux offerts au cours des temps par les rois et les empereurs, est une œuvre de la fin du XIVe siècle. Un buste qui devait être rehaussé au cours du XVIIe d'une base en argent. Les milliers de bougies de toute taille que porte en procession la foule symbolisent les grâces et les vœux exaucés par la sainte en faveur des parents et des grands-parents. Les cierges peuvent atteindre le poids respectable de 70 kg. Le char et la sainte en argent massif pèsent un poids considérable, ce qui nécessite le recours à des centaines de personnes pour hisser l'attelage flamboyant en haut de la montée de San Giuliano. Je souhaite à tous ceux qui vont voir ce film de pouvoir participer un jour à cette fête et espère que, indépendamment de la dévotion, Sant'Agata a été un témoin de l'évangile du Christ. Le marché aux poissons de Catane existe depuis plusieurs siècles. On s'y rend pour de multiples raisons. L'ambiance d'emblée séduira le promeneur. Il faut échanger, regarder, faire mine de partir puis revenir. Les Siciliens ne se laissent pas séduire d'emblée. Avant de parler affaires, on parle des dernières nouvelles, c'est ainsi qu'on apprend à se connaître. La qualité du poisson est réputée depuis des lustres. Nul besoin de la remettre en cause. Mais lorsqu'on parle du prix, c'est l'art de la comédie italienne qui fait une apparition. Ici, ce sont les mains, les mines défaites ou réjouies qui font l'offre et la demande. Démonstration. Mais l'art de vérifier sa monnaie fait aussi partie du folklore. Sur la place principale de Catane,
s'exposent les pupi, œuvre d'une expression théâtrale sans équivalent dans le monde et qui prend son inspiration dans les poèmes chevaleresques, les opranti, plus connus sous le titre de « La chanson de Roland ». Ils visent à raconter aux Siciliens l'histoire des invasions et les prouesses des paladins de France. Mais il est difficile de filmer cette tradition jalousement gardée. Il faudra batailler ferme. Après ce qui ressemblait plus à une farce de marionnettiste qu'à un nom catégorique, nous voici enfin autorisés à pénétrer dans le sein des saints de la culture sicilienne. Je suis Gaetano Grasso, le fils du puparo Turigrasso de Acireale. Le puparo étant le créateur et l'animateur des pupis. Notre famille, mon père, depuis plus de 50 ans, travaille dans ce métier qui est notre activité principale et qui lui permet de gagner sa vie et d'entretenir sa famille. Il s'agit d'un prestige pour la ville, car il continue une grande tradition du XVIIIe siècle. Il suffit de penser que les marionnettes existaient déjà à l'époque des Grecs. On les retrouve dans les écrits de Xénophon. Et papa, Turigrasso, continue cette tradition qui, en Sicile, a des racines historiques importantes. Comme beaucoup d'autres familles siciliennes, de Palerme, Catane, Syracuse, Messine, Caltagirone, avec toutes les traditions et différences, notre famille renouvelle l'œuvre des pupis. E in questa occasione ci troviamo in questo deposito, in questo laboratorio dei pupi dove, vedete, ci sono i nostri pupi, alcuni dei nostri pupi. Già, i pupi, non le marionette. Pupi perché, a differenza dei progenitori, quindi delle marionette. Nous sommes ici dans un laboratoire des pupis où il y a certains de nos pupis, et je dis bien pupis et non pas marionnettes, car différemment de leurs ancêtres, les marionnettes desquelles ils dérivent, ce sont des poupées en bois, en tissu, ils sont armés et font une taille presque humaine. La tradition naquit du fait que, différemment des marionnettes, on modifiait la structure des marionnettes et on réalisa les armures en leur donnant un poids bien plus lourd par rapport à l'original. Realizzò le armature, quindi dando pesi notevoli e dimensioni notevoli. Depuis ce moment-là, nous, les Siciliens, nous, les Pupari, voulions qu'ils s'appellent Pupi et non pas marionnettes, car ils mesurent en moyenne 1,40 m et pèsent entre 25 et 35 kg. Donc ce sont des personnes vivantes et ils demandent une grande technique et de la force physique pour être manœuvrés. Che per la loro manovra avevano bisogno, pensate, di una grande tecnica oltre che di una grande forza fisica. Basti ricordare che il pubblico che frequentava. Il faut rappeler que le public n'était pas le même qu'aujourd'hui. Et tous les soirs, le Puparo racontait au peuple et à la ville l'histoire du paladin de France, le canevas sur lequel se fonde l'œuvre des pupis. La storia dei paladini di Francia, perché questo è il canovaccio su cui punta l'opera dei pupi. Après la représentation, rien de tel que de se rendre dans l'un des nombreux cafés de Taormina, à une 50aine de kilomètres de Catane. Mais comment fabrique-t-on ce drôle de cône dont les Siciliens raffolent, l'arancina? Nous vous invitons dans la cuisine où les hommes affichent une évidente maîtrise culinaire. Carottes, branches de fenouil et une pâte à base de riz, ils n'en diront pas plus, constituent un excellent début. Mais ce qui compte en réalité, c'est le tour de main. Et sans le savoir-faire de Pippo, non seulement l'arancina ne pourrait pas être servie à tout le monde, mais il n'aurait assurément pas le même goût. Après un rapide tour au four, les arancine filent au comptoir où les clientes ne rêvent que d'une chose, le dévorer sur place. À moins qu'elles ne préfèrent l'offrir.
Syracuse, ville mythique s'il en est, fut fondée par les Grecs vers 730 avant Jésus-Christ. J'aimerais tant voir Syracuse. Une série de tyrans régnèrent ensuite sur elle et par leur puissance en firent une ville de premier plan du bassin méditerranéen. Elle accueillit Platon, Échille et Archimède avant de retomber dans l'oubli. Des siècles plus tard, Goethe et Maupassant la redécouvrirent et à travers leurs plus beaux textes lui rendirent sa légende. C'est aujourd'hui une des plus belles destinations de l'île, un site incontournable pour tous ceux que l'architecture baroque fascine. Bonjour, je m'appelle Magalia, je suis architecte, responsable des biens culturels et patrimoniaux de Syracuse. Nous sommes actuellement place de Dôme, qui est le cœur de la ville depuis l'Antiquité. Syracuse a été fondée par des colons grecs et fut pendant des siècles une des villes les plus importantes de la Méditerranée. Elle a même été la capitale de l'Empire romain d'Orient. E questa piazza apparentemente è barocca, noi vediamo adesso l'aspetto che si è configurato dopo il terribile terremoto del 1693. Après le tremblement de terre de 1693, qui détruisit une grande partie de la Sicile sud-orientale, Syracuse fut reconstruite avec une unité architecturale de grande beauté, au point que le baroque de Syracuse et des villes environnantes a été reconnu par l'UNESCO patrimoine de l'humanité. Nella World Heritage List di recente, nel giugno del 2002. Nous sommes en face de la cathédrale de Syracuse. C'est le monument le plus important de la ville, mais il ne faut pas être induit en erreur par sa façade baroque, car en fait, la cathédrale englobe un temple grec de 480 avant Jésus-Christ. La place, qui a un aspect fin XVIIe, a été pendant des siècles le lieu sacré de la ville. L'église a été restaurée vers 1920 et toutes les décorations du 19e et les éléments du temple ont été mis en exergue. Grâce à cette restauration, nous avons une image presque parfaite du temple grec et comment le reconstruire. Par contre, ici, nous avons ce style aussi riche que baroque. À l'intérieur, on peut voir beaucoup mieux la structure du temple. Ici, nous avons la colonne dorique du temple, le chapiteau et la partie qui a été réalisée afin de créer la structure de l'église. À gauche, nous voyons la cellule originelle du temple qui a été creusée afin de réaliser les trois nefs de l'église. Ce que je viens de dire ressort avec plus d'évidence quand nous entrons dans la cathédrale. Ici, nous voyons une colonne dorique. Nous nous approchons des chapelles et dans l'autel se trouvent les reliques de Santa Lucia, patronne de la ville. Classé patrimoine de l'humanité par l'UNESCO, Noto, dans la province de Syracuse, est à quelques 70 km de Catagne. Noto baroque est né d'une catastrophe sismique qui détruisit Noto antique en 1693. Entièrement reconstruite au XVIIIe siècle, elle représente le triomphe du baroque sicilien. La ville n'est qu'une succession vertigineuse d'églises aux perrons majestueux, palais et couvents aux chaudes couleurs de la pierre locale. Noto offre un témoignage exceptionnel du génie exubérant de l'art et de l'architecture du baroque tardif. Un patrimoine artistique en sursis, puisqu'il vit sous la menace permanente des tremblements de terre et des éruptions de l'Etna. L'Etna, que dire de ce monstre qui culmine à 3345 mètres? Il fascine ceux qui s'en approchent et fait trembler ceux qui vivent sur ses pentes. Pour de nombreux Siciliens, il incarne à la fois une terrible menace, mais également une fierté. Une des beaucoup des cratères qu'il y a autour de l'Etna,
Ça, c'est une des cratères qui s'appelle Monte Silvestri. C'est le nom d'un volcanologue qui l'a vu pour beaucoup d'années. Il a étudié l'Etna de Vienne. Des cratères comme ça, tout autour de l'Etna, il y en a presque 200-250. Il y en a d'autres qui sont couverts de coulées de lave, mais en moyenne, c'est 200-250. C'est toujours des éruptions latérales, avec une belle activité explosive, et ils forment des jolies cônes comme ça. Tu vois, c'est tous des morceaux de lave frastaillés, comme on appelle pyroplastiques. C'est tous des petits morceaux accrochés l'un sur l'autre. Et nous, on est assis dessus. L'Etna, il est né il y a à peu près 600 000 ans. Il est parti au bord de la mer, da Citrezza a Cicastello, où on trouve des premières coulées de lave sous-marines, dans l'eau, directement. Et lentement, il s'est déplacé, il est poussé, il est né sur des collines argileuses. Pour ça, c'est un motif important. On trouve de l'eau à peu près à l'Etna, 700-800 mètres d'altitude. Et il arrivait son maximum d'altitude à 4400 mètres. Mais il y a à peu près 5-6 000 ans, il a eu un gros effondrement. Ça veut dire que le sommet de l'Etna il est coulé, il s'est effondré lentement vers la mer. Il s'est formé la grande vallée du Bœuf. C'est la grande dépression qu'on sent toujours parler de cette dépression parce que souvent des coulées de lave ils tombent à l'intérieur. Aussi beau que dangereux, l'Etna n'est toujours pas éteint. Il est même aujourd'hui le volcan le plus actif d'Europe. Les Siciliens le surnomment Mongibello, la montagne des montagnes. C'est vrai qu'il y a 5-6 ans, l'Etna il est un peu plus violente. L'éruption où on est maintenant, ça marchait pour 4 mois. Les 2 dernières éruptions, 2001 et 2002, même quantité de lave. Une grosse éruption, ça durait 15 jours et l'autre, ça durait 1 mois et demi. On voit la différence, qu'avant les éruptions c'était plus longue, maintenant c'est plus courte et plus violente. La dernière éruption importante eut lieu en 1992 et détruisit partiellement le village de Saferana. Le 25 décembre 1992, les coulées de lave menacent le village et son approvisionnement en eau. Des bulldozers mettent en place des digues en terre afin de dévier la coulée et de protéger les habitations. Le 29 décembre, le front de lave mesure 400 mètres de large et 10 mètres de haut. Une partie des structures d'approvisionnement en eau est ensevelie. Le débit journalier de la lave est estimé à 1 million de mètres cubes. Face à cette menace, l'armée est appelée en renfort pour tenter de dévier les coulées de lave. Mais aucune force humaine ne fut de taille à lutter contre une telle puissance. Seule la Sainte Madone aurait pu stopper la lave, ce qui fut fait selon cet habitant. Le 18 juillet 2001 à 12h15, l'Etna s'est réveillé. Le début de l'éruption a été accompagné de puissantes fontaines de lave dans le cratère. Cette coulée présentait des tumulus de lave de 10 à 20 mètres de haut. J'ai appelé le préfet qui a envoyé de suite les pompiers. Mais il faut dire que je dois remercier Dieu. Le front de la coulée, d'une douzaine de mètres de haut, était devant les premières maisons du village. Et rien n'y faisait, et inexorablement la coulée défonce les murs des maisons et avance, ne laissant qu'un champ de ruines. La lave est arrivée à 300-400 mètres d'ici et jusqu'à 4 km de Nicolosi. Elle menaçait ma maison et aurait dû l'emporter, ainsi que le restaurant Silvestri de mon frère. Cette maison est restée indemne par miracle, et pour ne pas la faire écrouler, on l'a dégagée de la lave petit à petit. Elle a aussi enseveli les voitures petit à petit et on l'a également enlevée. La Sicile est une terre de gloire et de beauté, parsemée de vestiges adorables que les invasions successives n'auront pas réussi à effacer. Venir en Sicile, c'est s'accorder un retour aux sources, au cœur des civilisations oubliées de la Méditerranée. Mais c'est aussi s'offrir une ouverture absolue sur une culture riche et multiple qui jusqu'au bout aura su conserver son goût pour l'authentique.
Silvestri.